Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, au Mali, déjà 83 jours sans nouvelles de l'opposant Soumaïla Cissé. Les autorités maliennes ont mis en place une cellule en vue d'obtenir sa libération, attendue par ses partisans. Les associations pour sa libération appellent les autorités à plus d'action. Le Sénégal a réceptionné de l'aide médicale du Maroc ce lundi. Les matériels ont été réceptionnés à l'aéroport international Blaise Diagne avec la présence de délégations diplomatiques marocaines et des autorités sénégalaises. 14 autres pays africains ont également bénéficié de cette aide destinée à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Et le Cameroun va électrifier 417 localités rurales, un projet d'électrification soutenu par la Banque mondiale à hauteur de 150 millions de dollars. L'accord de crédit a été signé le 12 juin avec l'institution financière. Mais tout d'abord, les pourparlers entamés par la Somalie et le Somaliland vont se poursuivre. Un comité technique va en effet être mis en place par les deux nations afin d'établir un suivi quotidien des négociations. Des négociations dans lesquelles Djibouti va jouer un rôle capital puisque le pays les accueillera. Un véritable effort consenti par la Somalie et le Somaliland qui depuis 2005 avaient suspendu leurs pourparlers sur le statut de la région séparatiste. Il avait été enlevé à la fin du mois de mars. Le chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Cissé n'a toujours pas été libéré aux mains de ses ravisseurs depuis maintenant plus de 83 jours. Bien que le gouvernement se soit engagé dans des recherches, le collectif pour sa libération monte au créneau pour appeler l'exécutif à redoubler d'efforts. Notre correspondant Mokhtar Barry nous en dit plus. Depuis le 25 mars 2020, marquant l'enlèvement de Soumaïla Cissé dans son fief d'Eniafunké, l'on est toujours sans nouvelles du chef de file de l'opposition. Plus de 80 jours après, seuls ses 10 compagnons sont libres. Cette situation préoccupe les Maliens qui réclament au gouvernement plus d'actions en vue d'une libération rapide du président Soumaïla Cissé. Quand on écoute l'adresse à la nation du président de la République, qui ignore complètement la situation de Soumaïla Cissé, pas un mot sur la situation de Soumaïla Cissé, deuxième personnalité politique du pays, donc cela nous inquiète au plus haut niveau. Et cela nous montre que vraiment les autorités devraient faire plus, devraient s'impliquer plus pour résoudre cette situation afin que nous ayons un dénouement heureux. La cellule de crise mise en place par le gouvernement et présidée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga est toujours muette sur les rumeurs de négociations ainsi que les ravisseurs. Le collectif demande plus d'éclaircissements. Nous avons vu les autorités dans l'action à travers la création d'une cellule de crise qui peine à fonctionner, d'ailleurs, dont nous ne sommes pas du tout satisfaits du travail. Nous restons interrogatifs sur certains points qui restent inexpliqués jusqu'à présent. Les Maliens ont besoin de comprendre, nous avons besoin de savoir certaines choses. L'enlèvement de Soumaïla Cissé préoccupe au-delà des frontières du Mali. Des parlementaires de la francophonie, 40 personnalités du monde, et des artistes comme Didier Awadi, Michel Boyiri ou Adama Daïko appellent à la libération du chef de file de l'opposition malienne. En Algérie, un homme a été tué ce lundi à Tinzawatine, à la frontière malienne. Le civil s'est trouvé sur la trajectoire de tir d'origine inconnue en provenance de la localité malienne d'Irhabem. Attaque qui semblait notamment viser les gardes-frontières algériens. Si pour l'heure, les personnes à l'origine de cette attaque ne sont pas encore connues, l'armée algérienne a immédiatement ordonné l'ouverture d'une enquête sur ces faits. L'armée qui appelle également à la vigilance quant aux fausses accusations portées contre cette dernière. Les forces de sécurité auraient, selon les réseaux sociaux, ouvert le feu sur une manifestation, ce que le ministère de la Défense réfute. Après la Mauritanie et le Niger, c'est au tour du Sénégal de recevoir de l'aide médicale en provenance du Maroc dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Un élan de solidarité salué par les autorités sénégalaises à l'aéroport international Blaise Diagne, et ce, en présence des délégations diplomatiques marocaines. Ange Bijounoménio. La coopération Sud-Sud se poursuit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ce dimanche 14 juin 2020, le Royaume du Maroc a offert un lot de matériel médicaux au Sénégal pour aider le pays dans sa lutte contre la pandémie. Les équipements ont été réceptionnés à l'aéroport international Blaise Diagne par l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Taleb Barada, et le ministre de la Santé sénégalais, Abdoulaye Diouf Sarr, entre autres. Sa Majesté
le roi Mohamed VI du Maroc a décidé de mettre à la disposition du gouvernement de la République du Sénégal une dotation de solidarité en produits sanitaires et médicaments, tous fabriqués au Maroc selon les normes de l'OMS. L'aide matérielle accordée au Sénégal est composée de près de 8 millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 60 000 blouses, 30 000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d'azithromycine. J'aimerais d'abord, au nom du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, réceptionner ce don extrêmement important que le roi Mohamed VI du Maroc a bien voulu effectivement faire pour le Sénégal dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Excellence, vous avez répété dans votre message plusieurs fois le mot « ensemble ». Effectivement, nous sommes dans des dynamiques où c'est ensemble que nous devons effectivement riposter contre le Covid-19. C'est ensemble que nous allons gagner parce qu'il s'agit d'un virus qui n'a pas de frontières. Le Sénégal compte à la date du 15 juin 5 173 cas de contamination au Covid-19, 3 324 guéris et 64 décès. Les autorités sanitaires continuent d'insister sur les mesures barrières qui sont entre autres le port du masque, la distanciation sociale et l'utilisation des gels hydroalcooliques. La situation de calamité publique a été déclarée à Sao Tomé et Principe, une modification qui intervient après le renouvellement à 5 reprises de l'état d'urgence sanitaire. Avec cette déclaration, le gouvernement santoméen espère établir un équilibre entre les mesures préventives liées à la riposte contre la pandémie de Covid-19 et la reprise progressive de l'activité économique de l'île. Neili Clodebessa. Le gouvernement santoméen a déclaré une situation de calamité publique à travers le pays. La mesure qui entre en vigueur ce 16 juin 2020 remplace l'état d'urgence sanitaire prolongé à 5 reprises qui s'achevait le 15 juin. L'exécutif a également révoqué l'emprisonnement obligatoire, autorisant la réouverture de certains espaces commerciaux. La disposition gouvernementale vise à établir un certain équilibre entre les mesures préventives à caractère sanitaire et le retour progressif de l'activité économique dans le pays. Une reprise qui sera appliquée en 3 étapes. C'est le dernier état d'urgence qui se termine le 15 de ce mois et à partir de ce moment, il sera décrété l'état de calamité qui pourrait se produire en plusieurs phases. Le moment est venu de commencer à délimiter une stratégie de confinement des populations par étapes après 90 jours de couvre-feu à cause de Covid-19. La situation de catastrophe publique dure jusqu'au 31 juillet. Durant la première phase de l'état de calamité, du 16 au 30 juin, le gouvernement ouvrira l'espace aérien aux vols destinés au rapatriement des passagers nationaux ou des citoyens étrangers résidant à Sao Tomé et Principe. La deuxième phase, allant du 1er au 15 juillet, sera consacrée à la réouverture des lieux de loisirs de 7h à 16h, ainsi qu'à l'ouverture des vols commerciaux en provenance des pays de la communauté lusophone. La dernière phase de ce processus, du 16 au 31 juillet, sera dédiée au retour aux liaisons aériennes pour les vols commerciaux de tous les pays. Donc je pense que c'est une plus ou moins bonne chose que l'aéroport rouvre et que les activités reprennent pour qu'il y ait plus d'emplois, plus d'activités, plus de croissance, afin que les gens puissent à nouveau vivre ordinairement. Donc des gens qui n'ont pas de revenus, qui ne peuvent pas consommer à leur vie, donc c'est leur niveau de vie qui baisse. Depuis le début de l'année, Sao Tomé et Principe a connu une baisse d'environ 90% des exportations de produits locaux en raison de la pandémie de Covid-19. Le gouvernement camerounais ambitionne d'électrifier l'ensemble des zones rurales. 417 localités rurales à travers le pays vont être électrifiées. Un projet qui va être financé à hauteur de 150 millions de dollars par la Banque mondiale. Une opportunité pour élargir l'accès à l'électricité dans ces régions mal desservies. Philomène Tine. 150 millions de dollars de la Banque mondiale permettront au Cameroun de raccorder 417 localités rurales à travers 6 régions du pays. Ce projet d'électrification va accroître l'accès à l'électricité dans les régions sous-desservies du Cameroun, à savoir l'extrême nord, le nord, l'Adamaoua, le nord-ouest, le sud-ouest et l'est. 1 million de personnes seront ainsi électrifiées.
L'électrification rurale est toujours un point essentiel de développement durable, compte tenu du fait que cette électrification touche les localités agricoles qui ont besoin d'énergie pour transformer les produits agricoles. L'électrification rurale a un rôle développemental fondamental. Le PERAS, projet d'électrification rurale et d'accès à l'électricité dans les régions sous-desservies, sera déployé sur une durée de 5 ans. Les travaux consisteront à des extensions, des renforcements du réseau électrique et notamment la construction de lignes et de postes de transformation électrique dans les localités concernées qui n'ont accès à l'électricité qu'à hauteur de 50%. Le constat de la situation de l'électrification rurale au Cameroun, c'est d'abord un constat assez alarmant parce qu'il y a des localités non loin de Yaoundé et de Douala qui n'ont ni courant ni eau potable. Mais dans cet ordre de mesure, l'électrification rurale a besoin d'une offre énergétique globale. L'offre d'énergie actuellement est très en deçà des besoins quotidiens en zone rurale. D'après les statistiques du rapport de suivi 2019 de la Banque mondiale, le taux d'accès à l'électricité au Cameroun a été d'environ 62% en 2017 contre 60,1% et 58,1% respectivement en 2016 et 2015. En Côte d'Ivoire, les autorités tentent de réduire l'impact du coronavirus sur la population avec des dons en vivres et non-vivres ainsi qu'une assistance financière. Plus de 177 000 ménages vulnérables ont reçu chacun une allocation de 25 000 francs CFA pour une enveloppe totale de 13,3 milliards de francs CFA dans le cadre de son plan de riposte de 1 700 milliards de francs CFA. Des initiatives privées assistent également les populations à l'exemple de la fondation Magic System du chanteur Assalfo. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan, nous en dit plus. Assalfo, de son vrai nom Salif Traoré, est l'un des plus grands artistes de Côte d'Ivoire avec une réputation mondiale. Avec son groupe Magic System, il écrit les belles pages de la musique ivoirienne. Sensible à la situation défavorisée de beaucoup de personnes, il a créé la fondation Magic System afin de les soulager. C'est pourquoi, à la faveur de la survenue de la pandémie du coronavirus, il assiste les ménages vulnérables en Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire qui a besoin de ce soutien-là. Et si les moyens nous le permettent, en principe, nous devons pouvoir aller à l'encontre de tout le monde. C'est toujours important de venir apporter son soutien. Et je crois qu'il faudrait que cet élan de solidarité soit contagieux. Il faudrait que tous les Ivoiriens, à l'instar de cette caravane, se mettent ensemble pour s'aider. Cette action caritative est appréciée des populations d'Abidjan à Anyama en passant par Adiaké, quelques-unes des localités visitées par la caravane de distribution de vivres et non-vivres. Plus de 15 000 ménages ont bénéficié de dons d'une valeur d'environ 1,3 milliard de francs CFA. Il faut que chacun respecte les mesures barrières édictées et qu'il faut que chacun comprenne que l'important aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent, l'important c'est la vie. Il faut qu'on travaille tous à pouvoir survivre à cette crise. On y survivra, d'autant plus qu'on sera discipliné et qu'on sera assisté. On les salue pour que Dieu n'a qu'à les bénir beaucoup. Il n'a qu'à les donner aussi les centimes, ce qu'ils ont fait. La main qui donne sera bénie et Dieu n'a qu'à les bénir, qui n'a qu'à donner longue vie. Bon, nous envoyons beaucoup de riz et tout, et cadeaux et tout. En sens, ça vraiment, c'est chose unie ici, vraiment. Franchement dit. En rappel, la caravane initiée par la Fondation Magic System est en partenariat avec la Fondation Didier Drogba et la représentation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, de son côté, a distribué 13,3 milliards de francs CFA aux populations impactées par le Covid-19 à raison de 25 000 francs CFA à plus de 177 000 familles vulnérables. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.